Gardez précieusement cette photographie car elle constitue le point de départ de l'histoire d'aujourd'hui. En la contemplant, une pensée m'a traversé l'esprit. Si l'on n'a pas la capacité d'achever une confrontation, mieux vaut ne jamais l'entamer. Nous connaissons tous des moments de doute, des faiblesses, des imperfections. Personne n'est infaillible. Pourquoi cette réflexion m'est-elle venue? Parce que cette image a été prise entre 2009 et 2010. L'homme qui y figure avait alors une vingtaine d'années, encore très jeune, tout juste engagé dans sa formation militaire. La scène se déroule dans un camp d'instruction, à une époque où cet homme n'était qu'un simple soldat débutant portant le grade le plus bas, loin d'imaginer que son destin le conduirait un jour à jouer un rôle déterminant sur l'échiquier mondial. Il était loin de prévoir qu'il deviendrait plus tard l'un des dirigeants les plus influents de son époque, atteignant une position que beaucoup n'auraient jamais pu imaginer, notamment après une prise de pouvoir qui a bouleversé l'histoire récente. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus jeune président du monde et une figure politique majeure, attirant l'attention internationale grâce à ses initiatives remarquées et à son ascension fulgurante. Mais avant d'aller plus loin, revenons en arrière, bien plus loin dans le temps. Le 5 septembre 1852, dans un lieu appelé Corinthian Hall, un éminent défenseur de l'abolition, Frédéric Douglass prit la parole devant un rassemblement de femmes engagées dans la lutte contre l'asservissement. Ce jour-là, il prononça des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire collective des Afro-Américains. Ces paroles continuent de traverser les collines et les vallées du continent africain, car elles incarnent le moment où les Afro-Américains commencèrent à s'élever contre l'injustice qu'ils subissaient à cette époque. Frédéric Douglass affirma avec force « Écoutez-moi bien. Une personne privée de liberté, qui refuse de se lever pour revendiquer ses droits, restera toujours sous dépendance, quels que soient ses mérites. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'une personne privée de liberté, si elle ne cherche pas elle-même à se dégager de cette condition, restera indéfiniment sous dépendance. Une telle personne, selon lui, ne devrait pas s'attendre à être soutenue lorsqu'on évoque la question de l'émancipation. Elle demeure immobile, attendant que d'autres viennent la libérer à sa place. Cette idée me rappelle des propos récents tenus lors du sommet Russie-Afrique 2023 à Saint-Pétersbourg. Ces paroles étaient celles d'un jeune homme, ancien militaire désormais père de 2 enfants, devenu l'un des symboles d'une résistance pacifique face aux influences extérieures qui, depuis longtemps, cherchent à profiter du continent africain à travers des stratégies discutables. La personne dont je parle est le capitaine Ibrahim Traoré, présent à une conférence réunissant plusieurs dirigeants de premier plan, dont le président Vladimir Poutine, qui a affirmé vouloir mettre fin à toute ingérence de Washington dans les affaires politiques d'autres nations. Ibrahim Traoré déclara que « aucune question ne nous a été posée sans que nous ayons une réponse » et ajouta que cet espace était l'occasion pour eux de se sentir véritablement en confiance, comme au sein d'une famille. Une famille dans laquelle la Russie représente également un partenaire proche de l'Afrique. Le président ACC-Eli cita alors les mots prononcés par Frédéric Douglass en 1852, démontrant que ce jeune homme avait étudié ces textes avec attention, sans rien négliger, et qu'il en avait saisi la signification profonde. Certains commentateurs occidentaux le qualifient de dirigeant issu d'un mouvement militaire, mais lui-même répond que ces étiquettes en disent souvent plus sur ceux qui les formulent que sur sa personne. Pour d'autres, qui ont écouté son discours, observé ses actions et suivi les défis politiques auxquels il fait face, son attitude a immédiatement été interprétée à travers ce que Magdalena Vaba décrivait en 1976 comme une vision déformée de la contestation. Une réaction psychologique observée lorsque des acteurs extérieurs tentent d'expliquer des réalités qu'ils ne comprennent pas pleinement. Dans cette théorie, cette chercheuse expliquait avec audace que, dans un certain état psychologique, lorsqu'une personne quitte ce monde, de son essence intérieure se détache du corps et erre dans l'air avant de trouver refuge dans un autre être, qui adopte alors des comportements semblables à ceux de la personne disparue. Ceux qui ont observé ce phénomène ont affirmé, avec conviction, que lorsque Thomas Isidore Noël Sankara, héros national et figure emblématique du Burkina Faso, a perdu la vie de manière dramatique le 15 octobre 1997, son esprit aurait quitté Ouagadougou, le lieu de son décès, pour traverser les régions de Koko, de Mossi-U et de Dédu. On raconte que l'année suivante, en 1988, cette énergie aurait trouvé demeure dans la commune de Bunduki, là où naquit Ibrahim Traoré, cette même année, grandissant ensuite avec un charisme et une détermination rappelant fortement Thomas Sankara. Les écrits prophétiques de Magdalena Vaba, citant Friedrich Gödel et Arthur Schopenhauer, évoquaient l'idée selon laquelle l'âme pouvait quitter un être pour en rejoindre un autre. Beaucoup au Burkina Faso, surnommé la terre des hommes intègres, y ont vu une manifestation de ces prédictions, répétant encore aujourd'hui ces paroles en hommage aux héros qu'ils continuent d'honorer.
Thomas Sankara. Si vous avez suivi attentivement, vous aurez compris que l'histoire principale vise à dévoiler certains détails particuliers concernant le plus jeune chef d'État au monde, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Teher. Vous avez sûrement entendu parler de lui de nombreuses fois, mais permettez-moi de vous partager un aspect singulier que peu de gens connaissent. Cet homme a choisi de ne pas s'afficher avec le sourire, affirmant qu'il n'avait aucune raison de se réjouir tant que son peuple faisait face à d'innombrables défis. Explorons davantage les pensées et l'idéologie de ce dirigeant déterminé, qui a promis de guider son pays avec un sens du devoir inspiré par les traditions guerrières anciennes, semblables à celles des combattants de Yamashiro, d'Iga ou de Yamato. Ce leader, respecté à travers l'Afrique, mène une vie étonnamment simple, loin des privilèges que beaucoup d'autres dirigeants du continent accordent à eux-mêmes, même lorsque leur population est confrontée à la pauvreté. Durant ses 2 années au pouvoir, Ibrahim Teher a refusé le salaire présidentiel habituel et a choisi de conserver celui d'un capitaine de l'armée. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il vivait dans une maison modeste et non dans un palais comme beaucoup d'autres dirigeants. Il est également important de savoir que cet homme a survécu à un complot sinistre visant à le renverser, financé à hauteur de 5 milliards de CFA par certains de ses ennemis. Cela permet de mieux comprendre la profondeur de sa vie et la manière dont il a transformé le Burkina Faso en seulement 2 années à la tête du pays. À ce stade, on peut se demander qui est exactement le capitaine Ibrahim Teher. D'où vient-il pour accéder à la plus haute fonction de l'État au Burkina Faso ? Le compte à rebours commence maintenant. Bienvenue dans le monde de l'étude et de l'analyse, bienvenue dans la grande famille des esprits qui cherchons à comprendre le parcours du capitaine Ibrahim Teher. Ibrahim Teher est né le 14 mars 1988 à Kaa Bandoumoun, dans la province de Burkina Faso. Il a effectué sa scolarité primaire à Bondok, son village natal, puis a poursuivi ses études secondaires à Bobo Diasobina, la 2e plus grande ville du pays. Dès son jeune âge, il s'est fait remarquer pour son tempérament réservé et son talent exceptionnel contrastant avec certains de ses prédécesseurs et de nombreux officiers burkinabés qui se lancèrent dans une carrière militaire dès l'adolescence. Ibrahim Teher avait un parcours civil avant de rejoindre l'armée en 2006. Il s'est installé dans la capitale Ouagadougou pour étudier la géologie à l'université Joseph Kiso. Là-bas, il s'est distingué par sa loyauté et son courage, défendant ses camarades dans divers conflits. Il obtint son diplôme avec mention en 2009. Peu après, Ibrahim Teher prit une décision audacieuse en rejoignant l'académie militaire Namano de George, bien que cette académie soit considérée comme secondaire par rapport à la prestigieuse académie militaire, Kadogo, KMP, où Thomas Sankara et l'ancien président DBA avaient étudié, elle lui permit de tracer sa propre voie dans l'armée et de se préparer à son futur rôle de leader national. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, il fut envoyé au Maroc pour suivre une formation en défense anti-aérienne avant d'être affecté à une unité d'infanterie à Kaya, une ville située dans le nord du Burkina Faso. 2 ans plus tard, en 2014, il fut promu lieutenant après avoir servi à des postes relativement modestes dans l'armée burkinabé, marquant une étape importante dans sa carrière militaire. La même année, il fut déployé au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, où il participa à des opérations de maintien de la paix. Là, il acquit une solide expérience en combattant des groupes de combattants djihadistes et des milices ethniques. Selon plusieurs sources, il fit preuve d'un courage remarquable lors d'une attaque complexe menée par des insurgés dans la région nord de Tombou en 2018. L'année suivante, en 2019, il prit part à une opération militaire codée Opération Jibo lors de l'offensive Otapouanou dans l'est instable du Burkina Faso qui dura 7 mois, ainsi qu'à d'autres opérations contre l'insurrection dans le nord du pays. Bien que cette campagne ait été saluée comme un succès notable, elle ne provoqua qu'un retrait temporaire des insurgés de la région, avec une augmentation correspondante des attaques dans d'autres zones du pays. Ibrahim Traoré servit également au sein d'une unité spéciale dirigée par Marco, opérant dans la région septentrionale du Sahel, dans la zone dite des nos 3 frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il se retrouva en première ligne face à des groupes de djihadistes et participa à plusieurs missions sur ce terrain difficile. Les observateurs de l'époque soulignèrent ses qualités de leadership, notamment son courage, sa ténacité et sa proximité avec ses subordonnés. Ibrahim Traoré fut promu capitaine en 2020. À cette époque, il faisait partie de ces jeunes officiers modestes, confrontés à l'impuissance de leurs supérieurs face à la menace djihadiste sur le terrain. Teher et ses collègues se trouvaient littéralement pris entre le marteau et l'enclume. Selon une source, un événement marquant se déroula en 2020 lorsque la ville de Barkalo, dans le centre du Burkina Faso, était sur le point de tomber aux mains de combattants djihadistes.
La route principale menant à Barcalo étant supposément piégée, Trior guida son unité à travers des sentiers de la région rurale, parvenant à libérer la ville à temps. Les attaques de ces groupes comprenaient des embuscades, des enlèvements, des vols de véhicules, des attaques à l'explosif improvisé, des tirs de missiles et des assauts armés. Les régions les plus touchées du Burkina Faso étaient le Sahel, le centre-nord, le nord et l'est du pays. À la fin de 2021, une crise humanitaire majeure était évidente dans plusieurs zones du Burkina Faso, avec un quart de la population confrontée à l'insécurité alimentaire. En septembre 2022, plus de 3000 personnes avaient été tuées, soit plus d'un tiers du total de l'année précédente. En janvier 2022, environ 2 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays. En parallèle, un coup d'État militaire dirigé par le colonel Paul-Henri Débéa renversa le gouvernement civil du président Roch-Marc Christian Kabore. Ce dernier, élu en 2015 et réélu pour un second mandat en 2012, avait succédé au président Michel Kafando, qui avait dirigé un gouvernement de transition après la révolution populaire de 2014. Cette révolution avait renversé Blaise Compaoré, au pouvoir au Burkina Faso depuis 27 ans, suite à un coup d'État sanglant en 1987 qui avait coûté la vie au leader révolutionnaire Thomas Sankara. Lorsque Damiba prit le pouvoir, il invoqua l'impuissance du président Kabore à contenir l'insurrection islamiste qui ravageait le Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, Débéa fonda le mouvement patriotique de protection et de restauration, MPSR, et jura de reconquérir le pays en combattant les groupes djihadistes et en aidant les 2 millions de déplacés internes à retourner chez eux. Le capitaine Ibrahim Tr rejoignit alors le MPSR, connu sous le nom de Juna de Débéa, en mars 2022. Débéa le promut commandant de l'artillerie du régiment de Kaya, au centre du pays. Ironiquement, cette nomination allait semer les prémices de la chute de Débéa lui-même. Malheureusement, pendant le court mandat de Débéa, les attaques des insurgés islamistes s'intensifièrent au Burkina Faso, alors qu'ils occupaient les zones rurales et assiégeaient plusieurs villes. Sous ce nouveau gouvernement, la situation commença toutefois à s'améliorer progressivement. De nombreux membres de l'armée, stationnés dans des zones reculées, ne percevaient souvent pas leur solde. Le régiment du capitaine Ibrahim Tr devint alors un foyer de mécontentement. Chargé par ses collègues de transmettre leurs préoccupations, il effectua plusieurs déplacements à Ouagadougou pour exposer leur cas directement au président Débéa. Malgré ces efforts, le mécontentement au sein de l'armée continua de croître au fil des mois. Les soldats de terrain restaient confrontés à de graves difficultés logistiques et subissaient de lourdes pertes, tandis que le colonel Débéa et son entourage d'officiers, installés dans le confort climatisé du siège de la capitale, étaient accusés de ne pas comprendre la réalité du terrain. Cette désillusion, face à la réaction du gouvernement de Débéa, se transforma rapidement en colère, qui semblait se cristalliser au sein de l'armée en une détermination à prendre le pouvoir. Un événement marquant survint le 26 septembre 2022, une attaque menée par des forces djihadistes contre un convoi de 150 camions transportant de la nourriture en direction de Djibo, l'une des villes clés du conflit dans le nord. Cette ville de 60 000 habitants avait été assiégée par des groupes terroristes pendant environ 18 mois. L'attaque du convoi, revendiquée par un groupe affilié à Al-Qaïda, fit 37 victimes, dont 27 soldats de l'armée. La frustration était particulièrement palpable parmi les plus jeunes militaires. Cet échec fut largement imputé à Débéa, qui, une semaine auparavant, avait envoyé une délégation de 70 personnes participer au sommet des Nations Unies à New York. Le président Débéa soutenait que son gouvernement faisait des progrès dans la lutte contre le terrorisme et sollicitait le soutien de la communauté internationale. Cependant, ce voyage au sommet fut perçu comme un gaspillage et une totale méprise face à la gravité de l'insécurité nationale. Dans les jours qui suivirent, le capitaine Ibrahim Trior, au nom de nombreux soldats affectés, se rendit à Ouagadougou pour s'entretenir avec le président Amiba. Il demanda à rencontrer le président mais ne reçut jamais de réponse. Confronté à ce qu'il considérait comme un mépris flagrant, Trior et d'autres officiers de sa génération prirent la décision d'agir dans la nuit du 30 septembre 2022. Des coups de feu retentirent dans toute la capitale Ouagadougou. Ce fut le début d'un coup d'État qui allait secouer le pays. Vers 20h, heure locale, une scène dramatique se déroula à la télévision nationale. Un soldat en uniforme, portant un gilet pare-balles et un béret rouge, apparut sur les ondes de la radio nationale. Le siège de la radiodiffusion RTB fut entouré par des hommes portant des cagoules et des casques. Ces hommes firent une annonce retentissante. Le capitaine Ibrahim Tr prendrait la tête du mouvement patriotique de protection et de restauration, MPSR, renversant le colonel Paul-Henri Sandao Débéa, chef de l'ancien régime.
Ils justifièrent leur action en accusant DBA de trahison envers leur vision commune. Selon eux, ils n'avaient pas su maîtriser la détérioration de la sécurité nationale, ce qui avait initialement motivé le coup d'État de 2022 mené par le général Aher qui l'avait porté au pouvoir. Ils affirmaient que Damiba s'était concentré sur des aventures politiques regrettables, délaissant la reconquête des territoires occupés par les groupes djihadistes. Selon Trior et d'autres officiers, ils avaient tenté de convaincre Damiba de recentrer ses efforts sur l'insurrection, mais son refus les avait laissés sans autre choix que de l'écarter. Le mécontentement avait couvé pendant plusieurs mois, en particulier parmi les officiers les plus jeunes, qui portaient le poids des combats contre les groupes armés liés à l'EI et à Al-Qaïda. La Cobra, unité d'élite connue pour ses opérations en première ligne, faisait face à des retards de paiement, aggravant encore la frustration des soldats. Lorsque les instigateurs lancèrent leur coup d'État le 30 septembre, un capitaine trouva un soutien massif au sein de la Cobra, unité centrale dans les campagnes menées. Le capitaine T.R. Djuna déclara alors son engagement à relever les défis du pays, se concentrer sur la sécurité nationale, restaurer l'intégrité territoriale et respecter les engagements internationaux du Burkina Faso, notamment le respect des droits humains. Par ailleurs, ils annoncèrent leur intention de diversifier les partenariats internationaux du Burkina Faso dans la lutte contre le djihadisme. Cependant, le coup d'État escalada rapidement en une crise plus vaste le 1er octobre, alors que leur prise de pouvoir semblait rencontrer des difficultés. TR et ses officiers accusèrent Damiba de chercher refuge dans la base militaire française de Sing, affirmant qu'il préparait une contre-offensive dans un pays où le sentiment anti-français était très fort. Cette accusation provoqua une vague d'indignation, bien que le gouvernement français ait démenti toute implication. Des milliers de manifestants descendirent dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ciblant l'ambassade de France et les instituts culturels. Ce qui avait commencé comme un coup d'État militaire se transforma alors en un soulèvement national, s'opposant à toute ingérence étrangère. Au cours de la nuit, la dynamique bascula résolument en faveur de TR. Plusieurs unités de l'armée, y compris l'aviation et les forces spéciales, déclarèrent leur loyauté envers lui dès le lendemain matin. DBA fut contraint de démissionner. Il aurait accepté de quitter ses fonctions à condition que sa sécurité et celle de ses alliés soient garanties. Le monde entier fut stupéfait 6 jours plus tard lorsqu'Ibrahim TR prêta serment en tant que chef de l'État par intérim, s'appuyant sur la force d'un atout stratégique bien gardé. À ce moment-là, il se présenta devant la presse et les journalistes en uniforme, marchant d'un pas qui rappelait son rôle actif dans les combats. Ce qui surprit le public, c'est qu'il portait un masque, refusant que son visage soit visible, ce qui provoqua chez certains un sentiment d'appréhension. Par la suite, un document composé de 3 phrases en français lui fut remis, main levée. Il déclara « Je combats d'abord pour le peuple bazo et je jure sur mon honneur de défendre le respect ». Il affirmait son soutien et sa défense de la Constitution. La transition et la législation seront mises en œuvre pour garantir tous les efforts afin d'assurer la justice pour l'ensemble du peuple burkinabé, et ce, à seulement 34 ans. Le capitaine Ibrahim TR fut ainsi nommé président de transition, devenant le plus jeune chef d'État au monde. À cette époque, des milliers de Burkinabés se rassemblèrent dans la capitale pour célébrer son accession au pouvoir lors d'un événement ressemblant à un véritable défilé de la victoire. Le capitaine Ibrahim TR était si jeune que pour comparer son âge à celui de Paul Biya, président du Cameroun âgé de 91 ans et leader le plus âgé d'Afrique, il fallait doubler son âge et ajouter 19 ans. Il souligna qu'il ne se préoccupait pas des formalités, ni de porter un costume politique ou de participer aux gesticulations politiques. Son objectif était de ressusciter une nation semblant s'effondrer. Il déclara être prêt à tout sacrifice pour que son pays puisse à nouveau respirer l'air de la paix et de la liberté. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Notre engagement est de revenir à la paix et notre boussole restera toujours le peuple. Cependant, pour les observateurs plus attentifs, il était évident qu'Ibrahim TR bénéficiait du soutien d'un homme de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine. 2 jours après le coup d'État, le journaliste du New York Times, Elan Peltier, déclara depuis le Burkina Faso que l'homme ayant orchestré le coup d'État avait été renversé par un autre acteur. Dans cet article, Peltier révéla avoir découvert des preuves claires de l'implication du groupe Wagner et de la Russie dans toutes les actions de TR. 2 jours plus tard, Edward Mallister de Reuters confirma cette information, soulignant avoir suivi de près les événements et avertissant que ceux qui tenteraient de défier ou de saper TR devaient se montrer prudents, car la Russie le soutenait fermement. Cependant, TR nia toutes ces accusations, déclarant à France 24 qu'il n'avait pas besoin de soldats de Wagner venus de Russie, car il avait créé une version locale de Wagner au Burkina Faso. Il affirma
Je n'ai pas besoin de soldats de Wagner venus de Russie, car j'ai nos propres soldats de Wagner ici, appelés VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des combattants volontaires prêts à protéger et défendre le territoire du Burkina Faso. Néanmoins, le mystère autour de ses liens avec la Russie fut révélé publiquement le 27 septembre 2023 à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique. À cette occasion, il déclara ouvertement que la Russie était comme une famille pour le Burkina Faso. Pour lui, cela ne concernait pas seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique, en raison de l'histoire partagée entre le continent africain et la Russie. TR expliqua que c'était une véritable famille, dans le sens où la Russie et l'Afrique partageaient une histoire commune. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos ancêtres, ont également été déportés de force pour aider l'Europe à éradiquer le nazisme. Nous partageons donc une histoire commune, celle de peuples oubliés par le monde. Que ce soit dans les livres d'histoire, les documentaires ou les films, ceux qui ont entendu cela reconnaissent que TR possède des preuves indiscutables de son lien avec la Russie, notamment lorsqu'il les appelle frères et affirme publiquement son soutien à la coopération avec eux. Initialement, TR avait promis d'organiser des élections démocratiques en juillet 2024. Cependant, le 25 mai 2024, Juna annonça la prolongation de son pouvoir de 5 années supplémentaires, alors que TR restait à la tête du pays. Cette décision suscita de nombreuses réactions contrastées. Tant au niveau national qu'international, plusieurs observateurs s'interrogeant sur un possible recul par rapport à la transition promise vers un gouvernement civil. Depuis l'accession de TR au pouvoir, les relations avec la France, ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, sont restées tendues. Les manifestations exigeant le retrait de l'armée française reflètent un sentiment plus large à travers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, où le sentiment anti-français est en hausse. La direction du Burkina Faso a également renforcé ses relations avec d'autres partenaires mondiaux, signalant un changement dans la politique étrangère du pays dès janvier 2023. Le Burkina Faso donna un mois à la France pour retirer ses troupes, mettant fin à un accord militaire qui permettait à l'armée française de combattre les rebelles sur le territoire national, invoquant le souhait de défendre lui-même sa souveraineté. En février 2023, les deux pays officialisèrent la fin des opérations militaires françaises sur le sol burkinabé. Depuis la cérémonie de descente du drapeau au camp des forces spéciales françaises, après le coup d'État et jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim TR apparaît régulièrement lors des exercices militaires, portant des gants tactiques, un béret rouge et un pistolet sur la cuisse droite, devenant ainsi sa signature personnelle. Voyons à quoi ressemble aujourd'hui le plus jeune président du monde. Le capitaine Ibrahim TR, arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire, vit-il dans des voitures luxueuses et coûteuses, comme certains présidents africains qui exploitent leur pays? Vit-il dans des palais somptueux avec sa famille? Non. Ibrahim TR, président du Burkina Faso, a choisi une voie différente, rejetant le statu quo. Alors que la plupart des dirigeants africains vivent dans le luxe et perçoivent des salaires exorbitants, TR a pris une décision sans précédent. Il a refusé le salaire présidentiel standard de 76 000 $ et a conservé son salaire de capitaine de l'armée nettement inférieur. Il a ainsi placé le peuple avant son intérêt personnel. Son histoire ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais également l'avenir du leadership africain fondé sur la justice. En 2 ans, Ibrahim TR a accompli ce que beaucoup de dirigeants sur le continent ne pourraient que rêver de réaliser en toute une vie. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement le choix de renoncer à la richesse, mais également son approche globale du leadership. Pour mettre en contexte, au Burkina Faso, le salaire annuel moyen d'un président est de 76 000 $, tandis que le salaire moyen d'un président africain est de 170 000 $ par an. Le revenu mensuel moyen des Burkinabés est de 73 $. Mais TR ne s'est pas arrêté là. Dans un geste audacieux visant à garantir que les ressources du peuple soient utilisées pour leur avenir, il a réduit de 20% le salaire du gouvernement. Ce geste n'était pas seulement symbolique, il s'agissait d'un effort concret pour réorienter les ressources publiques vers les besoins les plus urgents du pays. Que fit TR avec l'argent économisé grâce à son propre salaire et à la réduction des salaires du gouvernement? Il attira immédiatement l'attention de la population. Il réinvestit ses fonds dans le pays en se concentrant sur des projets à long terme visant à autonomiser les citoyens. TR investit dans la construction d'écoles, la mécanisation de l'agriculture et même dans la création d'usines textiles. Il initia également la création d'usines locales de transformation de la tomate afin de réduire la dépendance aux importations et de construire une agriculture plus durable. Mais ce qui impressionne le plus, c'est qu'il posa les bases de raffineries de pétrole. Ce ne sont pas des projets à court terme, mais des investissements durables destinés à stimuler l'économie nationale.
Dans les décennies à venir, ces initiatives ne seront pas de simples promesses, mais des étapes concrètes pour transformer l'économie du Burkina Faso, un continent où la plupart des dirigeants affichent leurs richesses, leurs voitures de luxe, leurs jets privés et leurs vastes résidences. TR choisit la simplicité. Il conduit un véhicule ordinaire, porte son uniforme militaire et vit modestement. Ce contraste est saisissant par rapport aux dirigeants de tout le continent, où la richesse est souvent perçue comme un symbole de pouvoir. TR rejeta complètement cette conception. Il suivit un principe simple. Sa mission était envers le peuple. Pas de luxe, pas de frivolité. Son style de leadership lui valut d'être comparé à Thomas Sankara, le héros révolutionnaire du Burkina Faso. À l'image de Sankara, TR valorise le service au peuple plutôt que le confort personnel. Le confort n'est pas un indicateur de force, au contraire, la modestie renforce le lien entre un dirigeant et sa population. Alors que beaucoup de présidents poursuivent le pouvoir pour s'enrichir personnellement, Ibrahim TR fit exactement l'inverse. Totalement concentré sur le service, il réduisit son salaire, refusa les privilèges liés à sa fonction et veilla à ce que les ressources financières du gouvernement profitent au développement du pays. Telle est la véritable nature du leadership d'Ibrahim TR. Pour lui, diriger n'a jamais été une question d'autopromotion ou d'intérêt personnel. En réalité, très peu de gens connaissent sa vie privée. Contrairement à de nombreux dirigeants africains qui exposent publiquement leur famille et leurs relations, TR préserve strictement son intimité. On ne trouve aucune photo de son épouse ou de ses enfants en ligne, une pratique rare pour un chef d'État. En se concentrant exclusivement sur l'avenir de son pays plutôt que sur l'attention personnelle, il montre un niveau de dévouement rare dans le monde du leadership, et encore plus en Afrique, où les figures politiques utilisent souvent leur poste pour se mettre en avant. En moins de 2 ans, Ibrahim TR a démontré que le leadership ne doit pas nécessairement rimer avec richesse ou extravagance. Sa priorité au service humble et au bien-être du peuple fait de lui une exception sur un continent où le pouvoir est souvent synonyme d'enrichissement personnel. En rejetant l'idée selon laquelle un président doit être riche et vivre dans le luxe, Ibrahim TR ouvre la voie à un nouveau type de leadership en Afrique, où le peuple passe avant les politiciens. Ces actions ont eu un impact considérable sur le Burkina Faso et, si d'autres dirigeants africains s'en inspiraient, l'avenir du continent pourrait être radicalement transformé. Permettez-moi de vous plonger dans la partie concernant le sauvetage du capitaine Ibrahim après que le régime de TR ait été renversé. Que s'est-il passé ? Le capitaine Ibrahim a lui-même survécu à un massacre alors qu'il était ciblé dans le cadre d'un complot sombre impliquant 5 milliards de francs CFA. Des individus étrangers, connus sous le nom de Francs, proposèrent de verser 8 millions de dollars aux soldats burkinabés pour renverser le gouvernement. Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont réussi à contrecarrer cette tentative de coup d'État financée par une offre de 8,17 millions de dollars. Le 8 février 2024, le président de Burkina Faso a été confronté à une attaque mettant sa vie en danger dans la capitale, Ouagadougou. Un complot secret visant la stabilité du pays a été découvert lorsque l'armée a identifié une tentative impliquant une figure mystérieuse ayant pénétré au Burkina Faso sous le prétexte d'une mission officielle. Cette personne transportait 5 milliards de francs CFA, non pas pour le développement du pays, mais pour soudoyer les militaires afin de semer le chaos et déstabiliser l'État. Cet argent était destiné à financer un coup d'État et à transférer le pouvoir aux dirigeants burkinabés. Le suspect était lié à des groupes d'intérêts étrangers influents qui cherchaient à exploiter les faiblesses du pays. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles comme l'or et d'autres minéraux, occupe une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Alors que le pays avait commencé à progresser vers la stabilité, certaines puissances étrangères considéraient ces avancées comme une menace. Le complot consistait essentiellement à corrompre les soldats avec de fortes sommes d'argent pour assurer leur loyauté, provoquer le chaos et permettre ainsi le transfert de pouvoir. Cependant, les soldats approchés par le suspect n'ont pas été facilement convaincus. Ces vétérans expérimentés avaient combattu contre des insurgés et des groupes extrémistes, et leur loyauté envers le Burkina Faso restait inébranlable. Plutôt que de céder à l'offre, ils ont collaboré et ont rapporté les mouvements du suspect à leurs supérieurs pendant plusieurs semaines. Ils ont recueilli des informations cruciales et ont pu démasquer l'ensemble du complot. Le jour prévu pour l'échange, une opération de raid a été lancée. Le suspect a été arrêté dans un entrepôt où une valise remplie d'argent destinée au coup d'État a été saisie.
Des caméras cachées et un système de surveillance ont tout enregistré, fournissant des preuves irréfutables de la conspiration. L'arrestation du suspect a révélé un complot beaucoup plus vaste, impliquant des agents et des mercenaires étrangers opérant dans la région du Sahel. Ces agents étaient financés par de puissantes entités étrangères et faisaient partie d'une stratégie globale visant à déstabiliser le Burkina Faso ainsi que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif était d'exploiter les ressources de la région et d'affaiblir la souveraineté nationale. Ce complot n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi un jeu de pouvoir contre un Burkina Faso autosuffisant qui commençait à reprendre le contrôle des ressources que les intérêts étrangers exploitaient depuis des années. La montée d'un Burkina Faso indépendant et stable menaçait l'ordre établi. Cette affaire a mis en lumière les efforts que certaines puissances étrangères étaient prêtes à déployer pour conserver le contrôle des ressources africaines. Elle signale également la résistance croissante de pays africains comme le Burkina Faso face à l'exploitation. Ce complot sert d'avertissement, toute tentative d'affirmer l'indépendance nationale ne sera pas tolérée. Au-delà de la lutte contre ce complot, quels sont donc les accomplissements remarquables du capitaine Ibrahim Traoré pour son pays depuis qu'il a pris le pouvoir par la force militaire il y a 2 ans ? Octobre 2025 marque le 2e anniversaire de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso à la suite du coup d'État d'octobre 2023. Depuis lors, Traoré a accompli plus de 80% de ses promesses, transformant le pays de manière dépassant les attentes. Ses réalisations s'étendent à plusieurs domaines: sécurité, infrastructures, énergie, santé et économie indépendante attirant l'attention internationale. Le projet ferroviaire constitue l'un des piliers de cette transformation. Le réseau ferroviaire national relie les chefs-lieux de province avec une répartition de 75% de propriété gouvernementale et 25% d'investissement privé. Le projet comprend une usine de production à Bobo permettant la fabrication locale de trains, de wagons et de voies ferrées. D'un coût de 70 milliards de francs CFA, ce projet, prévu sur 18 mois, génère de l'emploi et stimule le commerce. Le gouvernement a également intégré l'énergie nucléaire grâce à un partenariat avec Rosatom, la société russe, pour construire une centrale nucléaire. Ce projet met l'accent sur l'énergie propre, la santé et le développement industriel, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et augmentant l'accès à l'électricité dans tout le pays. Parallèlement, un centre technologique pharmaceutique est en cours de construction pour produire localement des médicaments, réduire la dépendance aux importations et améliorer l'accès aux soins de santé au cours des 5 prochaines années. Une initiative d'une valeur de 70 milliards de francs CFA créera des emplois et encouragera la production locale tout en valorisant les ressources naturelles du pays. Cela inclut la création d'une usine de raffinage d'or pour traiter l'or localement, ainsi qu'une usine de transformation de tomates afin de réduire la dépendance aux importations. La mécanisation de l'agriculture a été fortement encouragée avec des services de tracteurs gratuits ainsi que des semences et des engrais subventionnés, ce qui a permis de renforcer la sécurité alimentaire de plus de 50% en seulement 2 ans d'intervention rapide. Le bataillon d'intervention a neutralisé 28 terroristes lors de l'opération Zéro Terreur et le Tchenso a renforcé les forces de défense et de sécurité. Les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont éliminé 29 terroristes dans le village de Montian le 2 janvier. La réforme militaire de 2025 a permis de reprendre des territoires précédemment perdus face aux insurgés. Des armes avancées et des alliances stratégiques avec la Russie, la Turquie et la Chine ont consolidé les positions clés sur le plan militaire. Des régions telles que Djibo ont été libérées, reconnectant des zones isolées et unifiant la région du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Le français a été retiré comme langue officielle, reflétant l'engagement envers les idéaux panafricains. Les salaires des fonctionnaires ont été augmentés et la Banque centrale du Burkina Faso a assuré son indépendance financière vis-à-vis de la France. Des projets d'énergie renouvelable incluent le plus grand barrage hydroélectrique du pays, favorisant l'accès à l'électricité pour l'industrie et l'agriculture. Des cliniques médicales mobiles fournissent désormais des soins essentiels aux zones reculées, réduisant ainsi les disparités dans l'accès aux soins de santé en seulement 2 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré a redéfini le Burkina Faso, construisant un pays basé sur la résilience, l'indépendance et le progrès. En considérant tout ce que nous savons sur le capitaine Ibrahim Traoré, quels enseignements les dirigeants africains pourraient-ils tirer de son exemple pour améliorer l'avenir de leur pays ? Pensez-vous que le capitaine Ibrahim Traoré a le potentiel de façonner l'histoire de son pays et de l'Afrique dans son ensemble? Ceci conclut notre récit. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une vie meilleure avec nourriture et prospérité. Soutenez la chaîne pour découvrir nos prochaines histoires et développer ensemble la plateforme YouTube.